Voilà, donc on va faire une discussion avec Julien Desmontier. 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 S invisible. Et donc du coup, c'est à l'occasion de ton exposition ici, Plateau 21, qu'on va faire cette discussion. Donc tu es né en 1983 à Limoges. Ouais. J'ai passé toute mon enfance à Limoges, je me suis né à Châteauroux. Ah voilà, d'accord. Les informations ne sont pas absolument exactes. Donc tu vis actuellement entre Faye-la-Vineuse. J'habite à Faye-la-Vineuse. Faye-la-Vineuse Ouais. et Paris. Ouais, tu viens c'est aussi ça. à Paris. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc tu es diplômé de l'école des Beaux-Arts de Paris en 2008. Donc ça fait 17 ans. Tu étais dans l'atelier de Jean-Michel Alberola. C'est ça, c'est ça. Tu as remporté plusieurs prix dans le prix Marat en 2015. Ouais. Voilà. Tu as fait plusieurs grandes expositions. Ici, l'exposition est plus petite, mais tu en as fait une très grande au château de Chambord. Ouais, il y a récemment. Pas longtemps, et tu as fait un catalogue à cette occasion, que j'ai eu l'occasion de regarder, dans lequel il y a beaucoup de textes, plutôt des textes assez courts, mais de plusieurs personnes, on y reviendra. Donc dans le communiqué de presse de cette exposition, j'ai noté plusieurs points intéressants, mais on y reviendra peut-être après. L'idée de cette discussion serait d'être conduite selon 3 parties. D'abord, une partie concernant le plan que tu suis pour faire ton projet pictural. Une deuxième partie sur l'exposition, donc le temps de monstration des peintures, éventuellement de certaines autres choses que des peintures, si tant est qu'il puisse y en avoir. Et une troisième partie plus brève sur la médiation de l'œuvre. Donc tout ce qui est à côté aussi de à la fois le projet pictural, l'exposition, et donc ce qui fait aussi œuvre, mais qui est à côté dans une certaine médiation. Du coup, la première question concerne le plan. Le plan général que tu suis, déjà, as-tu un certain plan depuis que tu as commencé à partir des Beaux-Arts ou que tu as été diplômé en 2008? Et quand on regarde tes peintures, on a l'impression que tu sais assez précisément, avant de peindre, ce que tu vas peindre. Qu'en penses-tu? C'est une question? Oui, un plan, j'en ai un. Alors, j'ai absolument pas de plan de carrière, si c'est pour te dire qu'en 2012, je savais ce que j'allais faire, j'y pense absolument pas. Je pense que ce sera un peu triste. Et par contre, plan, quand il s'agit ou de faire un tableau ou de faire une exposition, il y en a, forcément. Et comme j'ai tendance à tout envisager picturalement, moi j'ai un plan, c'est-à-dire je sais où je vais pour faire une exposition, particulièrement celle-ci, dans cet espace plus petit de la galerie. C'est assez tenu, je savais où j'allais, donc j'avais un plan, on en parlera. Et quand je commence à peindre, j'ai littéralement un plan, c'est-à-dire que je fais chaque tableau est un champ, un plan sur lequel je vais travailler presque, faire monter un plan sur lequel va advenir l'image, qu'elle soit figurative ou abstraite. En l'occurrence, là, quasiment que des tableaux figuratifs qui représentent quelque chose. Donc en ce sens, il y a vraiment un plan. Vraiment littéralement un plan. Je travaille sur un grand tableau qui est ma matrice. Je commence par nier le tableau, quoi. Donc il y a vraiment cette recherche du plan sur lequel va advenir l'image. Et donc du coup, quand je suis venu te voir à l'atelier fin août, on a évoqué Deleuze, notamment ses cours. Et sur le cours qui vient d'être réédité, il parle de la catastrophe. Donc qui a l'idée qu'il y a des artistes qui peignent une catastrophe, que même s'ils ne peignent pas une catastrophe, d'une certaine manière, un tableau va être l'expression de cette catastrophe. Et donc, ça, d'une certaine manière, on pourrait penser que c'est en contradiction avec le plan. Donc, je voulais voir si toi, en ayant un plan, j'avais l'impression qu'il y en avait un, tu viens de l'expliquer, est-ce que tu serais quand même d'accord avec cette idée-là de la catastrophe, du désastre qu'il y a dans la peinture, de certaine manière? Oui, bien sûr. Et puis, pour me souvenir un petit peu, parce que Camille m'a réoffert le livre, ils ont sorti le bouquin de tous ces cours parlés. J'ai tout relu et je me suis rendu compte qu'en fait, je crois qu'il parle de catastrophe, mais au début. Oui. Ça commence par une catastrophe. Ça, c'est vrai. C'est foncièrement vrai, particulièrement dans mon travail, parce que je commence surtout pas par un champ de ruines. C'est pas du tout la catastrophe comme ça. Mais il faut qu'il y ait une boue. Ça commence par une boue qui est une espèce de catastrophe, parce qu'en plus, dans la boue, rien ne tient. Enfin, tu vois, il y a un truc un petit peu comme ça. Je dois attendre très longtemps que mes tableaux sèchent avant de pouvoir, encore une fois, faire advenir cette image, qu'elle soit figurative ou abstraite, à la surface du tableau. Il y a tout un temps, qui est souvent très très long, presque plus long que le temps de peinture littérale, pendant lequel je fais advenir ces surfaces dans une espèce de catastrophe
matricielle. Tous les tableaux sont commencés comme ça. Et ça m'arrive même parfois de commencer des tableaux, comme j'ai des temps de séchage qui sont très longs. Je prépare des tableaux, je sais pas ce qu'il y aura dessus. Donc parfois le plan est contraint, hein, tu vois, ou c'est des plans à rebours. La catastrophe, elle est là. Et en effet, il faut qu'il y ait une espèce de catastrophe originelle, tu vois. Est-ce que tu parles du premier tableau qui est un peu l'espèce de tableau abstrait qui est derrière? Ouais. Tu parles de la boue? Ah ouais, toi qui es venu à l'atelier récemment, tu as vu des tableaux en jachère, si on peut dire ça comme ça. Ce sont des tableaux qui doivent être tenus. Je parle jamais de fond, tu vois, c'est jamais des fonds, c'est déjà des tableaux qui doivent me plaire. Moi, je prends un plaisir fou à les faire. Moi qui ai cherché très longtemps, parce que c'est pas très ancré dans la culture picturale française, à faire des tableaux abstraits, ça m'a beaucoup intéressé, j'y arrivais pas. Et un jour, j'ai senti, c'était une histoire, on y reviendra peut-être, c'est une histoire de bidouille d'outils, etc. Et j'ai trouvé les bons outils, les bons gestes pour réussir à tendre mes tableaux, qui sont des tableaux abstraits. Et comme ils restent en plus longtemps sous mes yeux, il y a des temps de séchage qui, selon si on est en été ou en hiver, peuvent durer jusqu'à 1 mois et demi, avant que je puisse commencer à me mettre au travail dessus. Enfin, il y a déjà du travail, mais ça reste très longtemps, donc je les ai sous les yeux. Si ça marchait pas, si c'était pas déjà à mes yeux des bons tableaux, je pourrais pas en être satisfait, j'aurais pas envie de les continuer, etc. Donc tous ces tableaux, en l'occurrence ceux-là qui sont figuratifs, sont sous-tendus par des tableaux abstraits qui auraient pu presque se tenir seuls, quoi. Voilà. Donc on a l'idée qu'il y a comme deux tableaux qui viennent se rencontrer et que c'est le tableau abstrait à l'arrière qui permet, en rencontrant le tableau figuratif, que tu décales d'une certaine manière, de créer des accidents, quoi, en fait. Dans la rencontre entre l'image planifiée et le premier tableau, ta boue initiale. En fait. Ouais, moi je pense que je fais partie de pas mal d'artistes qui ont du mal à faire des choix. Et j'ai ce truc un peu boulimique d'essayer de tout faire, en fait. J'ai envie que dans un tableau, il y ait un tableau abstrait, qu'il y ait ceci, cela. Enfin, n'importe qui peint, il y a toujours des petites zones, on a l'impression de faire un petit monochrome, etc. Ce truc-là peut être déplié à l'infini. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de passer par des temps de plaisir, quoi. Tu vois, je sais, imaginons, tu vois, sur des tableaux comme celui-ci, enfin, ou des tableaux très figuratifs qui, en l'occurrence, ont des motifs assez complexes et longs à peindre, si on doit parler comme ça. Il y aura un certain labeur dans lequel je prends un plaisir, mais qui n'est pas le même plaisir que quand je tends mes fonds avec ces zones d'accident dont tu parles. Et à chaque fois que je fais un transfert à la surface du tableau pour faire advenir l'image, en effet, l'accroche de cette image est contrainte par le dessous. C'est-à-dire que s'il y a une couleur vraiment antinaturaliste, très, très, très pétante dessous, ça va être très difficile de faire tenir une image. Mais en même temps, elle est en train de tenir, de disparaître. Beaucoup de gens pensent que j'abîme mes tableaux alors que je passe mon temps à les réparer. On a l'impression que c'est des fresques abîmées par le temps alors que c'est quasiment de l'érosion à l'envers, au contraire. Voilà, parce que pour être sûr de bien comprendre, ce tableau-ci, par exemple, là on ne pourrait pas en parler dans le cadre de cette pièce-là, mais ce tableau-ci, les traits dans la matière sont faits avant. Oui. Et donc la peinture vient se déposer, tu la peins sur un plastique, et tu viens déposer ta peinture. Et donc, le plastique me sert juste à transférer. Je ne parle pas sur le plastique. Oui, voilà, et tu le transfères. Par contre, les tâches sont venues à la fin. Là, non, elles sont avant l'image. Elles étaient avant l'image. Ouais, exactement. Je croyais que... Mais elles sont après... C'est-à-dire que en fait, le tableau est tout de suite habité. Ouais. Pour essayer de régler ce truc de quoi peindre, à quel endroit, par où commencer, d'abord les glacis, les machins. Moi, j'ai un truc un peu brut, c'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai parfois des fournisseurs de châssis qui m'appellent en disant « Mais t'es sûr par rapport à la taille du châssis, t'as choisi tel grain ?» Je leur dis « De toute façon, le premier truc que je vais faire, c'est nier la toile. Je vais passer un truc d'enduit façon maçon, quoi. Je vais passer un énorme, comme un plâtrier, le ferait sur des murs anciens. C'est un métier qui n'existe plus, mais quasiment plus. Passer vraiment des grandes raclettes, nier la toile. Et puis là, un peu comme on le ferait avec un doigt dans du béton frais, donc il y a un truc un peu jouissif d'enfant. Enfin, surtout ne mettez pas les pieds là, on vient de couler le béton, ne le faites pas, machin. Et là, je fais tous ces petits sillons. Donc, en l'occurrence, là, ils sont faits avec un pistolet à colle, mais je les fais avec plein d'autres objets. Je fais rouler des billes, etc. Enfin, l'idée, c'est d'avoir un dessin qui soit pas trop lyrique, tenu de loin. Et donc là, c'est un dessin dont moi, je pense qu'il est très composé. Ça pourrait faire presque un dessin abstrait. Donc il y a cette étape en effet très importante et je sais que comme ça crée un petit sillon, une profondeur dans la surface et que l'image à la fin qui va être déposée à la surface est tellement fine, comme une peau vraiment très très fine, une membrane presque, le moindre petit détail du dessous, même fait à l'ongle ou un tout petit bout de pinceau qui dérape, ce sera visible, tout est visible. C'est un tableau qui nie le fond de la toile, mais qui continue à le donner à voir sans arrêt. Oui, mais ça me semble assez clair que c'est cette manière-là
dont le plan très rigoureux fait accident sur cette matière-là première, quoi, en fait. Et parfois, le fait que j'ai envie de le faire suffit à accepter que je le fasse, quoi. Ouais. Parce qu'on m'a déjà dit, mais pourquoi en fait c'est si long, le tableau pourrait exister sans? J'en dis bien évidemment, et puis pour aussi être vert, et pour aussi être noir. Mais moi j'ai envie de le faire, je prends un play, pour l'instant, ça changera peut-être. Hein. Souvent j'ai l'impression que dès que je suis un petit peu sec ou directif sur ma pratique, comme par hasard, 2 semaines après, je fais un truc complètement différent. Et c'est vrai on verra. Mais... c'est peut-être pour toi une manière de faire de la peinture et pas de produire une image, d'une certaine manière. Est-ce que tu pourrais faire cette distinction? Ah oui, bien sûr. Particulièrement avec ces tableaux-ci, parce que si on doit parler des tableaux de l'exposition, tout a été mu par la découverte de jeux de plateau anciens. Donc en l'occurrence, plutôt ceux qui m'ont ému, picturalement, c'est drôle, ceux qui m'ont ému visuellement, esthétiquement, c'est ceux qui étaient plutôt fin 19e, début 20e, qui étaient très très beaux, justement, je pense, faits par des artistes qui peut-être collaboraient avec des boîtes de maisons de jeux, enfin des maisons qui faisaient des boîtes de jeux, etc. Et donc ils étaient vraiment très très beaux. Je me suis dit, j'ai envie d'en faire un tableau. Et en plus, après, je me suis dit, pourquoi j'ai absolument envie d'en faire un tableau? C'est peut-être parce que, à rebours de la peinture qui devient illustration, là, c'est d'une illustration, je vais devoir en faire un tableau. Donc en effet, toutes ces zones bleues, les zones abstraites, les sillons, etc., c'est vraiment pour montrer que quiconque peut décider de regarder l'image. En l'occurrence, elle est en plus c'est narratif, c'est-à-dire que ça va d'un point 1 à un point 100. Il y a un vrai, que ce soit un escargot comme dans un jeu de loi ou avec un petit phylactère comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça, mes tableaux, je les fais de façon puzzle, quoi, petite partie par petite partie. Les gens ne s'intéressent parfois qu'à ça, et il y a ceux qui regardent que les tâches, les moments où ça dérapait, donc la peinture. Les deux se tiennent. J'essaie toujours d'être entre les deux. Vous êtes en train de regarder un tableau d'une image dont j'ai envie d'avoir fait un tableau tout de suite. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'imaginais la peinture un petit peu comme ça, pas forcément dans le cadre du romantisme, mais avec un certain héroïsme de la peinture. J'avais envie de penser que peut-être la peinture catastrophe, là, dont on parlait au début, pourrait être sauvée à la fin par un dernier geste, par un dernier. Ah, tu m'avais parlé de ça. Ouais. Et effectivement, toi, on dirait que les derniers coups de pinceau sont dès le début, en fait. Ouais. Et qu'à la fin, après, tu poses ta peinture, quoi, en fait. Donc, du coup, est-ce que toi, tu as un ultime repentir après sur la peinture, ou alors tu as posé la trame figurative et advienne ce que pourra? En fait, je peux pas la nier, elle est là. Et si je décide qu'elle sèche, tout va être sédimenté. C'est encore une fois la moindre petit, comme une trace de rouge à lèvres qui aurait séché, elle bougera plus jamais. Enfin, il y a un truc un petit peu comme ça. Et donc quand je fais ces tableaux, en fait, je crois que je cherche à régler des choses, quoi. C'est compliqué de commencer un tableau, c'est compliqué de le finir. Moi, j'ai trouvé un subterfuge pour pas avoir vraiment à réfléchir à ça. Quand je reçois mes tableaux, je les barbouille immédiatement. Comme ça, j'ai pas trop à me poser de questions. Ça va très vite. Et je finis le tableau comme un puzzle, quoi. Quand j'ai posé la dernière pièce, il est fini. Ouais, il est fini. Ouais. Voilà, donc, mais quand même, cette idée de toutes les traces de pinceau sont les dernières, ou en tout cas jouer ce truc-là, ça, ouais, c'est en jeu sans arrêt, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas demandé beaucoup. Alors maintenant, je crois que je m'amuse de plus en plus. Et encore une fois, quand je dis un truc, je finis par faire autre chose 2 semaines après. Mais peut-être que je vais revenir de plus en plus sur mes tableaux quand ils seront finis. Je crois que ça va m'amuser, en fait. Tu vois. Mais pour l'instant, je fais comme ça. J'ai réglé ce truc-là. Mais c'est vraiment, je commence toujours en haut à gauche et je finis en bas à droite. Je fais tuc, comme ça. Un jeu de plateau. Finalement. Exactement. Ouais, exactement. Donc il y a une sorte de tautologie, en fait, entre la manière de peindre et ce qui est peint. Ah ouais, mais tout est tautologique, hein. Les cadres ont été faits en tube de peinture. On marche sur un tapis qui rappelle les tapis de bridge ou les comment on appelle ça? Ouais, les tapis de billard. J'allais dire les bandes de billard. Ce carton qui est derrière moi, c'est le carton dans lequel j'ai reçu un châssis. Donc j'ai refait le même tableau au fond du carton que le tableau qui est là-bas, qui est exactement la forme homothétique. Donc ça c'est le contenant, le contenu est là-bas. Oui, c'est ça. Et j'ai fabriqué une boîte pour le rentrer. Donc en fait, tout est tautologique, mais vraiment, tout se tient par des petits jeux de clés comme ça, qui sont très faciles à piéger. Hein. D'accord. Donc ça, je pense qu'on y reviendra dans la partie un peu exposition, en fait, sur ces questions-là. Il y a une autre question forte, en fait, de l'idée de la peinture, en fait, qui est la lumière. Souvent, de manière un peu classique, on dit... peut-être des fois mon frère ou comme ça des gens qui connaissent un peu l'art mais qui en font pas forcément disent ah oui, pour un peintre vraiment c'est la lumière, c'est important,
et ils vont dans le sud peindre et ça. Ouais, ouais. Toi, du coup, est-ce que par exemple ça, cette chose-là, est-ce que ça a une importance pour toi? Non, je suis assez matérialiste. J'ai commencé comme tous les peintres à trouver une cave avec des néons et j'ai commencé à bosser comme ça. Donc c'est devenu mon vocabulaire. C'est même plutôt agressif. Certains peintres le font et le font très bien. Hein. Un jour, ils sortent de leurs ateliers, ils vont sur le motif peindre avec un chevalet. Moi, je l'ai encore jamais fait. Je me suis habitué à peindre dans une boîte. Moi, là, en l'occurrence, c'est une grosse boîte, donc elle est très agréable. Hein. C'est plus une petite boîte. Mais j'ai de la lumière naturelle, mais je m'en fous un petit peu. Tout ce que je veux, en fait, ne pas avoir les contraintes de la lumière plus que les qualités. Pas une grande lumière qui rentre toute la journée, qui fait que j'ai des ombres partout. Mais par contre, je me dis pas, avant de rentrer en atelier, j'aimerais que ce soit le mien, il y a une très belle lumière d'ouest, est, voilà. Je sais même pas quelle est la meilleure. Moi, je travaille pas comme ça. Je me suis habitué à travailler avec une lumière plutôt très blanche. C'est ça. Un peu chirurgicale. Même si c'est mes moments à moi. J'ai quand même de la lumière qui rentre dans mon atelier. Il y a un grand mur en bardage de bois, donc ça fait une espèce de ligne comme ça qui rentre petit à petit. Ça dure 1 heure. Il y a un spectacle à chaque fois, tous les jours à l'atelier. C'est sympa à voir, quoi. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec mon boulot. Voilà, moi, je le vis. Mais... Une lumière naturelle qui changerait tout le temps, finalement. C'est la course, ouais, c'est la course. Et puis, il y a une telle densité de matière sur certains de mes tableaux avec les temps de séchage, etc. Si je mets un tableau dehors, c'est rempli de moustiques en 2 secondes, du pollen, des fleurs, etc. Mais ça pourrait être pas mal, hein, comme les tableaux de Fougerolles avec des choses, de la poussière qui se dépose. L'idée me plaît assez, hein. Mais moi, ça m'effraie, je le ferai pas. Tu parles de Thomas Fougerolles, donc un peintre contemporain. C'est vrai, du coup, quels sont les peintres que tu regardes actuellement, qui travaillent actuellement, ou les peintres plus anciens? Donc Thomas Fougerolles, finalement, c'est plutôt un peintre que tu regardes, mais vers lequel tu n'irais pas, justement. Toi, tu veux pas capter je me suis senti, dans certains sillons, des petites choses. C'est vraiment un peintre de surface. Hein. Et moi, j'ai l'impression d'être vraiment un peintre de surface aussi. Aller regarder le moindre petit sillon dans la matière, un truc un peu jouissif. Le côté tarte à la crème de la peinture, hein, qui rebute certaines personnes dès qu'il y a plus de 0,2 mm de peinture sur un tableau. Moi, j'aime bien le côté un peu généreux de tout ça. Mais bizarrement, les peintres que je regarde ou que j'aime beaucoup, certains ne travaillent pas du tout comme ça. J'en avais parlé avec toi, Thomas, mais il y a Paul Taburet, qui est un peintre moi, que j'aime beaucoup. Bon, il est très connu maintenant, sa peinture est visible partout. Ce qui est d'ailleurs un peu drôle parce que c'est vraiment l'archétype du peintre hyper à la mode, et pourtant il est hyper classique. Tu vois, il a présenté récemment des pièces, des sculptures, c'est des bronzes noirs sur des socles. Ces peintures, elles sont à l'huile, posées sur à l'huile d'ailleurs, je sais pas, posées sur un châssis. Enfin, tu vois, pourtant ça part pas dans tous les sens, quoi. C'est très très tenu, et pourtant il a réinventé une espèce d'imagerie qui lui est vraiment propre. Je crois que c'est un super peintre. Hein. Et en plus un sculpteur parce qu'il fait beaucoup d'objets, d'installations. Moi, ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. J'ai vu des peintures de Ambera Willman aussi que j'ai trouvé assez dingue. J'avais vu des tableaux un peu crémeux, un peu charnels comme ça qui me plaisaient beaucoup. J'en ai pas vu pendant longtemps. Je me suis dit j'espère qu'elle peint toujours. Je sais pas machin. Et là récemment, dans le cadre d'une grosse foire, elle a présenté des tableaux gigantesques, super beaux. Il y a beaucoup. Moi, je regarde pas mal d'Américains dont je t'avais parlé, de Sterling Ruby, ce genre d'artistes. Ça j'aime beaucoup. Ceux qui ont gardé vraiment un lien très très tenu avec l'histoire de l'expressionnisme abstrait américain. Je me sens assez proche de ça. Paul Queux, Albert Hollen. Alors, j'ai pas été voir ces dernières toiles. On m'a dit d'ailleurs que c'est pas. J'ai beaucoup d'amis qui ont été déçus. C'est chez Max Essler, je crois. Bon, voilà, je regarde beaucoup de choses comme ça. Et bien évidemment, je regarde beaucoup de peintures plus anciennes. Mais je me suis formé de façon très très bizarre. J'ai tout appris, j'ai tout mélangé. Donc quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, je connaissais absolument rien à l'histoire de l'art. Donc j'avais à disposition surtout des bouquins qui parlaient de l'histoire du XXe siècle. Donc ça, j'en ai bouffé des quantités astronomiques. Et enfin voilà, j'ai beaucoup plus regardé Rauschenberg avant David. Enfin tout fait dans des sens. Mais après, j'ai des peintres assez singuliers que j'aime beaucoup, quoi. Ce tableau-ci, tu vois, me faisait penser, et je pense que d'ailleurs c'est par capillarité d'algorithme, c'est comme ça que je suis tombé dessus, ça me faisait penser un peu au Jardin des Délices, tu vois, ce genre de tableau. Je pense qu'il y a la même densité, c'est pour ça que l'algorithme m'a suggéré ça, de ciel, d'herbe, et tu vois, de densité de personnages dans l'image. J'adore Cranach, Velázquez comme tous les peintres. Enfin, tu vois, après je me suis baladé, quoi. Mais je suis pas vraiment fétichiste. Il y a quand même des peintres dont j'aime tout, tu vois. Voilà.
On peut peut-être passer à la question de l'exposition maintenant, parce que du coup, c'est vrai que c'est très abouti comme peinture, mais tu t'en restes pas. Quand tu fais une exposition, tu fais pas simplement une exposition de tableaux, quoi, par exemple. Alors que c'est une attitude, voilà, de beaucoup de peintres actuels, voilà, de vraiment montrer l'objet peinture dans une exposition. C'est que la peinture. Et ce serait légitime pour toi de le faire, parce que la peinture est très renseignée par ce que tu regardes, ce que tu as regardé, et puis par le temps qui est dans chaque peinture, déjà, qui est dense. Donc c'est vraiment des peintures aussi que l'on peut regarder longtemps. Il n'y a pas vraiment besoin de choses en plus, d'une certaine manière. On pourrait se dire ça. Pour autant, comme on l'a commencé à l'aborder tout à l'heure, tu fais des expositions, voilà. Alors que, d'une certaine manière, tu pourrais finalement ne pas faire d'exposition. Parce qu'on peut considérer qu'il y a des peintres qui montrent leurs peintures, mais il n'y a pas vraiment d'exposition. Oui, ils montrent leur tableau. Voilà, ils montrent leur tableau. Et donc, comment ça se joue? Parce qu'en fait, il y a aussi un certain risque, en fait, quand on fait ça, de mettre sa peinture à l'épreuve de quelque chose d'autre, quelque chose qui lui est exogène, en fait, parce que l'exposition de galeries ou d'institutions, etc., elle est codifiée. C'est vrai que maintenant, les galeries ne sont pas comme il y a 100 ans, hein, j'imagine. Et du coup, il y a d'autres enjeux, et tu risques ta peinture, en fait, aussi en faisant ça, on peut dire. Mais en même temps, tu te positionnes pas que comme un peintre. Il y a cette idée qu'il y a un artiste peintre, avec un trait d'union, et il y a d'autres qui sont artistes et peintres. Je disais ça avec un... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, donc il y a ce côté-là. Et donc, du coup, je voulais voir, voilà, avec toi, voilà, comment ça se passe de faire ça. Et si tu sens ce risque, et comment tu le gères. Bah, tu vois, les artistes qui sont artistes et peintres, c'est ton cas, je crois. Moi, j'adore ça. Mais moi, je crois que je suis que peintre. Tu vois, je fais que de la peinture. J'ai essayé d'autres trucs, ça marche pas. Je suis pas très bon. J'ai pas un mauvais rapport à l'objet. Enfin, il y a un truc qui fonctionne pas toujours. L'objet tableau, par contre, je peux le manipuler. Châssis gros comme ça, posé au sol, pour moi, c'est quand même un tableau. Mais tu vois, ça devient un objet qui sort du mur, etc. C'est plutôt ça que j'expérimente. Ouais. Comment le tableau, encore une fois, c'est un truc de glisse, un truc de surface. C'est comment est-ce que un tableau glisse sur ses côtés, sort du mur, se gonfle. Ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, comment est-ce qu'il prend un petit peu l'espace? Et après, comme je suis habitué à travailler tout seul, à penser mes tableaux seul, je suis mon propre ouvrier de ma petite usine, et je suis aussi mon scénographe, etc., etc. Donc, tu vois, l'idée d'organiser une exposition avec ces tableaux qui sont quand même à tendance un peu objet, particulièrement avec ces petits décorums, ces petites choses. Bon, ne parlons pas de l'objet que j'ai derrière moi, qui sort presque du domaine de la peinture, mais qui en est profondément, je crois. Et ça m'amuse, tu vois, d'avoir pensé ce tapis, qui est pas une pièce, c'est de la scénographie, mais je me suis dit, tapis de jeu au sol, ça fonctionne, et puis cet espace est petit, donc c'était assez simple de tenir toute l'exposition par des petits biais, qui en plus ont à voir avec le jeu, tu vois. Mais je crois que en fait, ça parle quand même que de peinture, quoi. C'est profondément tautologique, c'est la peinture qui parle de peinture, etc., etc. C'est vrai, donc la question du jeu, dans le communiqué de presse de l'exposition, il y a une référence à Johan Huizinga, qui dans Homo Ludens dit le jeu n'est pas seulement divertissement, il constitue l'un des fondements essentiels de la culture. Et donc j'ai lu le communiqué de presse que je trouvais assez efficace, assez court, assez bref, assez efficace. Comment c'est toi qui as inspiré cette référence, ou comment ça s'est fait pour... Non, c'est pas moi, c'est Camille Bouget, avec qui je travaille à la galerie. Moi, je l'avais pas, cette référence. Donc, c'est pas la mienne. Mais bien sûr, comme je suis un peu consciencieux, je me suis renseigné depuis, et j'ai lu aussi. Et ouais, cette histoire du jeu, elle est passionnante, et je suis persuadé, d'ailleurs, parce qu'il y a un grand renouveau. Moi, j'ai des scénaristes à côté de chez moi, dans mon village, qui sont parisiens, qui viennent s'isoler, c'est un couple. Ils font du scénario de jeux vidéo. Et c'est vraiment extraordinaire. Et ils m'ont dit, jeux vidéo et jeux de société. Ils font les deux. Il y a un regain d'intérêt pour les jeux de société collaboratifs, hyper complexes, qui est quasiment en plus le retour d'une espèce de physicalité du jeu, quoi, du jeu de plateau, contre la réalité virtuelle. Enfin, il y a un truc comme ça où ça s'oppose même pas, mais c'est pour montrer qu'il y a encore un champ énorme avec la collaboration de personnes qui sont vraiment là physiquement les unes avec les autres, contre les autres. D'ailleurs, c'est plutôt avec, parce qu'il y a de plus en plus de jeux collaboratifs où tu joues pas les uns contre les autres, mais contre le jeu, où tu dois te débrouiller contre le jeu, vaincre le jeu. Je trouve ça passionnant, donc je suis persuadé qu'en plus de cette référence, qui est la grande référence, je crois, sur
Homo, c'est quoi, c'est Ludens, Ludens. ouais, opposé à Homo sapiens, et parce qu'Homo sapiens visiblement ça lui suffit pas, Oui. et Homo faber non plus. On peut opposer, enfin, il doit y avoir des gens, je pense, au-delà de cette référence-ci, qui ont écrit de façon beaucoup plus contemporaine, des universitaires qui ont dû se plonger sur l'univers du jeu. Je suis persuadé qu'il y a un truc à faire. Moi, c'est très très intuitif. Hein. J'ai vu ces jeux de plateau presque par hasard et je me suis dit immédiatement, oh, mais il faut faire des tableaux de ce truc-là. C'est super beau et ça a commencé comme ça. Enfin, j'ai trouvé les images super belles et il fallait me démerder pour en faire des tableaux. Il y avait le film Existence, je crois, de Cronenberg. Ah ouais, bien sûr, bien Il y a sûr. longtemps sur le jeu. Bien sûr. Et je veux le revoir d'ailleurs en ce moment. Il a très mal vieilli, figure-toi. Il a mal vieilli. Non, il est super. Hein. Il est vraiment super. Mais comme on parlait d'esthétique, enfin, tu vois, de quel jeu on parle? De quelqu'un avec un casque dans une salle blanche, ou alors le truc. Et là, il y a un gloubi-boulga un peu étrange. Donc toutes les intuitions sont bonnes, mais la physicalité du jeu, elle est dure, quoi. Du film, tu veux dire, la physicalité? Non, du jeu vraiment mis en scène, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les pads ou les pods, je sais plus dans le jeu, ouais. les objets qu'ils utilisent. Donc il y a un truc, il y a un moment où c'est très organique, un moment où en fait on se rend compte qu'ils rêvent, qu'ils sont dans le jeu et en fait c'est des vrais trucs en plastoc. Mais il y a un truc qui est pas dépassé. Il y a un truc, il aurait fallu être devin, tu vois, pour que. Mais non, c'est une très belle réflexion sur le jeu dans le jeu, qui rêve de qui. Moi, ça m'a fait penser à Queneau. C'est les fleurs bleues. Ouais, les fleurs bleues. T'as un personnage qui rêve d'un personnage. Il y a un chevalier complètement déluré au Moyen Âge qui rêve de quelqu'un qui est au XXe siècle. Et la personne du XXe siècle, quand elle va se coucher, elle rêve qu'elle est et tu sais plus qui rêve de qui. Tu vois. Ouais, ça a à voir avec le jeu, mais oui, c'est un truc qui a souvent été fait, je pense, en littérature. Voilà. Ah ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est surtout, c'est intéressant quand il n'y a pas de réponse. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est Cronenberg. Non, le film de Cronenberg finit comme ça. Tu sais plus. Tu dis Tout est un jeu, mais il y a aussi peut-être, il y a un luxe quand même à se dire que la vie est un jeu, quoi. C'est ça. Moi, j'avais lu un livre il y a très longtemps. C'était de quelqu'un qui s'appelait Robert Sasso. C'était sur Bataille, une ontologie du jeu. Ça m'avait vraiment, le titre m'avait inspiré comme ça. Je trouvais ça fort. J'avais lu le livre. C'était compliqué, mais c'était de voir effectivement comment, voilà, c'est vrai qu'une ontologie, c'est la chose de l'être. D'abord, c'est stable. On imagine que c'est stable. Et comment le jeu, une chose se pervertit en une autre, les rôles s'inversent. Et donc c'est une ontologie, voilà, où l'un va dans l'autre, etc. Donc il y a ça. Il y a un but en plus dans le jeu. Enfin, il y a quand même un truc il y a l'idée d'arriver à ses fins, quoi. Voilà, donc dans un jeu ludique, il y aurait un but, effectivement. Après, dans une ontologie du jeu, ce serait juste peut-être la réversibilité des positions, ce genre de choses. Voilà, donc effectivement, toi, tu es dans un registre de peinture qui convoque le jeu. Après, bon, on va pas jouer à tes peintures, tu vois, donc il n'y a pas de... Non, c'est moi qui ai joué, oui, bien sûr. Toi, t'as joué. Donc voilà, donc après, si on est donc dans l'exposition, je pense qu'on a vu, voilà, que tu fais ça, et comment là, on discutait de ce motif. Ouais. Dans ton expo à Chambord, qui était aussi du coup une exposition dans un lieu chargé, j'ai vu que tu avais repris des motifs géométriques du lieu pour l'intégrer à une peinture à 4 panneaux de peupliers, je crois. Ah oui, d'accord. Et du coup, quand tu as fait cette exposition-là dans ce lieu-ci, Chambord, le château, tu as repris des éléments in situ. Ouais. Voilà. Donc du coup, ça c'est une stratégie assez contemporaine, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. Oui, alors, pour être très honnête, c'est aussi mu par des contraintes qui étaient celles les contraintes patrimoniales du château. C'est-à-dire que cet endroit où j'avais fait cette espèce de grande croix, en réalité, c'était comment me débrouiller avec un tableau dont on m'a dit, alors cette partie-ci, tu peux pas les mettre au mur. Parce qu'il restait des enduits. C'était une partie, il y a cette espèce d'escalier en croix, d'escalier en colimaçon, et tout est divisé en croix autour de cet escalier. Et il y avait un endroit qui servait à des représentations de théâtre. Donc il restait des enduits, pas du 17e, mais du 18e, je crois. Donc on m'avait dit, là, tu peux vraiment pas mettre un clou, machin. Donc je me suis dit, mais un tableau, en fait, si tu décides de pas le mettre au mur et qu'en fait, t'en encastres 2 comme ça l'un sur l'autre, ça te fait une croix. Donc en plus, ça répétait toute l'architecture du château et ça permet à 2 tableaux de tenir debout.
un tableau devient une sculpture, ça te permet de montrer un tableau sans avoir à le mettre au mur. Hop, tu vois, je m'en étais débrouillé un petit peu comme ça. Et je me suis dit, comment faire ce socle? Donc j'avais fait faire par un ami un socle en métal, et puis j'avais représenté ce motif qui est un immense motif à caisson qu'on retrouve dans tout le deuxième étage, qui est super beau, où il y a des salamandres qui sont sculptées. Il n'y en a pas deux pareils, alors qu'il y en a des milliers, qui était l'emblème de François Ier, la salamandre. Et donc voilà, c'est une espèce de truc en miroir. J'ai souvent aimé faire ça, dérouler quelque chose qui doit être au mur, le mettre au sol, ce qui est au sol d'habitude, le mettre au mur. Le plafond, je commence à me dire, tiens, un truc à faire avec les plafonds. C'était le cas, en l'occurrence, les plafonds étaient tellement beaux là-bas. Peu de gens d'ailleurs levaient la tête. Hein. Et c'est un motif. Donc, mais j'adore ce genre de petits motifs, c'est-à-dire qu'avec très peu de tonalité, tu fais un petit relief, quoi. Oui. Le regard est perdu. C'est un truc de jeu, ça encore. Le regard est perdu. Tu vois, il y a trois petites tonalités. Et hop, il y a une profondeur, quoi. C'est une boîte sur laquelle il y a un motif de petite boîte, quoi. Il y avait aussi dans cette exposition un matelas peint. Ah oui, ouais. Qui était enroulé sur lui-même. Ouais. Et comment ça t'est venu de faire un matelas? Alors le matelas, c'est parce que déjà, en fait, c'est un vieux matelas, tu sais, les matelas capitonnés un peu à l'ancienne, qu'on trouve plutôt dans les vieilles maisons, qui sont hyper lourds. C'est vraiment le poids d'un humain, quoi. D'ailleurs, j'avais l'impression de porter un cadavre. Il y a cette espèce de truc, un tapis roulé ou un matelas roulé. Moi, ça me fait toujours peur quand j'en vois dans les encombrants dehors. C'est super effrayant. Tu sens que quelqu'un est mort dessus. Enfin, c'est plein de fluide. Enfin, c'est un peu effrayant. Donc celui-ci était plus ou moins propre. J'ai peint dessus et en réalité, c'est la même. Tu peins sur la toile, hein, c'est de la toile. Donc c'est très absorbant, mais il n'y a pas un truc très très différent que de peindre sur un tableau, à part que l'objet est un peu malléable, un peu mou. Donc ça, il y a un truc un peu étrange. Mais la plupart de mes tableaux, quand je fais mes motifs, ils sont presque pas secs. Il y a déjà ce truc un petit peu mou. Hein. Et c'est pareil, je me suis dit, mais ce truc est hyper lourd à porter, comment on va faire? Donc je l'ai roulé sur lui-même. C'est devenu une colonne. Je l'ai sanglé avec une espèce de sangle de voiture, là. Et puis ça tenait comme une colonne. Il s'est un petit peu avachi sur lui-même, et puis il a fini par sécher. Et ça fait partie des objets qui intéressent absolument personne, que moi j'aime beaucoup, que je fais pendant les expositions. J'aime bien avoir toujours un objet qui sort un petit peu justement du cadre strict de la toile tendue sur châssis. Et en fait, on le montre, puis on le range, on le remontre après. Mais je l'ai montré qu'une fois à cette occasion. Oui. Est-ce que c'est... Alors c'était une pièce que j'avais fait il y a 5-6 ans facile. D'accord. Ça reste une peinture ou c'est une sculpture? C'est un peu ambigu, mais en l'occurrence, on avait mis un petit socle. Mais il aurait dû être au sol, je pense. Mais en fait, elle était un peu petite. Elle devait être haute comme ça, sur son socle, sur un petit socle en aluminium ou en inox, je sais plus, qui donnait un petit truc un peu froid et ça marchait bien avec les pierres en tuffeau du château. Et je pense au sol, c'était un peu petit. Enfin, il y avait un truc un peu, il fallait se baisser pour regarder, donc je l'ai surélevé. Donc s'il y a un socle, c'est une sculpture. Mais c'est une sculpture qui n'est faite que de peinture, donc. Moi, je suis pas débrouille-toi, je sais pas. Ouais. Non, je pense que je suis pas sculpteur, hein. Je fais vraiment de la peinture. Je fais le tour comme ça de tous ces moments où ça sort un peu du cadre. Il y a aussi une exposition, je sais plus laquelle, j'ai vu une image, où tu avais troué le mur de la galerie, il me semble. Ah oui, c'était ici. Ouais. La première fois que je l'ai fait, c'était ici. J'aime bien me poser des questions. Alors, je vérifie quand même que je sois pas le premier à me l'être posé, parce que parfois on a l'impression d'avoir trouvé un truc formidable en peinture, et en fait, bien évidemment... les dispositifs ont déjà été montrés. Et ça, j'ai pas vu beaucoup de chez Roux. Alors je confonds toujours Rouen et Rouault, mais Rouen qui fait les tableaux, les châssis les uns sur les autres. Non, c'est Rouault. Non, mais cet artiste qui fait vraiment des monochromes et puis il les pose les uns sur les autres. Il a un dispositif. Ruto. Parce que les deux autres existent aussi. Ruto, pardon. Chez lui, il aurait pu pousser presque le truc de ce côté, parce que je crois qu'il a enfermé des tableaux derrière des murs. Je crois qu'il a fait des dispositifs comme ça, mais moi, je l'ai révélé, j'ai pété le mur pour révéler le tableau. Donc le tableau était accroché sur ce mur, et on a fabriqué avec la galerie un autre mur en placo par-dessus, vraiment à fleurs, avec en plus l'épaisseur de mes châssis, quasiment exactement l'épaisseur d'un rail à placo. Donc ça venait vraiment à fleurs. Et après, j'ai cassé le mur pour récupérer le tableau derrière, et donc... l'encadrement, c'était le mur cassé. Enfin, il y avait un truc. Et je l'ai fait 3 fois. J'ai fait une pièce un peu similaire à Chambord, mais plus petite. Et j'ai remontré la même pièce avec les mêmes dimensions quasiment au Centre d'art du Suquet à Cannes. J'avais une exposition au même moment là-bas. C'est pas un truc que je vais faire 1000 fois. Hein. Et moi, je l'ai fait. Je trouve que ça marche vachement bien. Et qu'est-ce qui marche, tu veux dire? Qu'est-ce que tu recherches? Moi, qui est un travail un peu tautologique sur toutes les possibilités de la peinture, quand on va chercher vraiment les petits bouts, le derrière, qu'est-ce que machin. Toutes les possibilités, presque avec l'objet tableau.
je me suis dit, enfermer un tableau derrière un mur, casser le mur pour révéler le tableau. Du coup, comme je te disais, il est en négatif, c'est-à-dire que le mur est complètement à fleur et le tableau est derrière. La plupart des gens, donc on a l'impression qu'en fait il y a un all-over derrière, qu'en fait on a récupéré, en plus c'était un motif abstrait de motifs géométriques assez similaires à celui-ci. On a l'impression qu'on a retrouvé une vieille fresque antique ou un truc un peu comme ça. Et souvent il y a une matérialité. Je voyais les gens en disant mais c'est dingue, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi je venais taper dessus exprès, les gens savaient pas que j'étais l'artiste. Et le truc se met à faire genre tu vois le rebond du, tout le monde reculait comme ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc mou derrière le mur, ça va pas du tout. Donc en termes de matérialité, il y avait un truc un peu étonnant. Je trouve que quand c'est étonnant au singulier, c'est déjà un bon. D'ailleurs, quand je comprends pas un tableau, ceux des autres, pas les miens, je dis c'est étrange, c'est bizarre. Puis après, je réfléchis un peu. Mais je trouve ça bien quand déjà c'est bizarre. Et puis picturalement, ça marchait quoi. Cette espèce de truc avec du placo cassé. En plus, ça c'était fortuit. Mais quand je cassais mon placo, le placo c'est du carton sur du plâtre. Les morceaux de carton s'arrachaient et ça laissait des espèces de grands morceaux déchirés comme ça qui ressemblent énormément à des choses que j'utilise dans mes tableaux quand je retire des peaux à la surface du tableau, etc. Enfin, tout fonctionnait quoi. Ça aurait pu ne pas fonctionner parce que je l'ai fait ici une fois et on pouvait pas vraiment retourner en arrière. Et c'était une pièce un peu balèze. J'aurais dû faire une expo avec que ça. Hein. J'ai montré plein d'autres tableaux à côté. Voilà. Du coup, il est assez clair quand on voit ce tableau-là qu'il va aller avec son encadrement, enfin son ORCAD que tu as fait. Ouais. Et l'autre tableau qui est sous le mur, si quelqu'un veut le prendre, il prend pas le mur avec le tableau derrière. Discussion avec ton galeriste pour savoir voilà. Qu'est-ce qui est l'œuvre. Ouais. Est-ce qu'on est purement vénal est-ce que c'est purement vénal, on le vend, on s'en fout. Ou est-ce que tu dis non, l'idée c'est de rejouer ça chez quelqu'un et tu le casses en disant bien la façon de casser le mur sera complètement différente, ça c'est un truc qui se rejoue à chaque fois. En l'occurrence, cette pièce n'a jamais été vendue. Peut-être parce que le protocole était un petit peu difficile à assumer. Oui. Ça, c'est pas mon sujet. Mais, mais dans l'idée, si quelqu'un achète le tableau, il faut que ce soit avec ce protocole, bien évidemment. Quoi. Voilà. D'accord. Oui, parce que sinon, ça pourrait être juste un fait d'exposition. Et le tableau, il est indépendant de ce fait d'exposition-là, comme si les murs étaient peints rouge et que les tableaux étaient sur ce mur peint rouge parce que le rouge c'était pour faire l'exposition. Ouais, bien sûr. Donc on pouvait aussi considérer que c'était pas dans l'œuvre en tant que telle, c'était pas ses qualités premières à l'œuvre, c'était rajouté pour l'exposition et qu'il était aussi indépendant de ça. On aurait pu dire peut-être une autre peinture pour aussi aller dans le dispositif. Bien sûr. D'ailleurs, le dispositif avec la toile que j'ai faite ici. Je l'ai refait à Chambord, mais c'était avec une toile différente, qui était plus adaptée au lieu, que je trouvais mieux, qu'on voyait dans l'encadrement d'une pièce quand on passait d'une pièce à l'autre, etc. Il y avait aussi une dernière chose, tu as fait quelque chose qui était à 360 degrés. Ah oui. C'était quoi ça? C'était une immense salle qui d'habitude n'est pas ouverte au 2e étage à Chambord. Et ils m'ont dit, c'est compliqué, c'est une salle un petit peu humide, on la laisse généralement fermée, mais on pourrait l'ouvrir, machin. Moi, il se trouve que l'exposition durait longtemps, mais surtout pendant l'été. Donc, en termes d'humidité, ça passait à peu près. Je leur ai dit, moi, je veux absolument récupérer cette salle. Elle est superbe. Très haute de plafond. Je sais pas, elle devait faire 150, 200 mètres carrés. C'est vraiment une grande pièce. J'ai peint des dalles de lino. J'ai recouvert l'entièreté du sol, comme s'il y avait un dallage ancien, alors que c'était des matériaux très, très contemporains, qui donnaient en plus un côté, il y avait un son un peu dufteux, un peu étrange quand on marchait. On avait plutôt l'impression d'être dans une cantine scolaire que dans un château ancien. Il y avait un truc comme ça qui était assez amusant. Et j'ai fait une bande en moquette qu'on utilise dans les maisons bourgeoises, dans les châteaux, pour faire des descentes d'escalier ou dans des grands couloirs. Donc, généralement, c'est des moquettes qui font entre 50 et 70 cm de large, avec un petit motif répétitif. Tu les reçois en rouleau, tu vois. Et je l'ai disposé comme un panorama. Alors, il se trouve que ça ressemblait aussi beaucoup à une pellicule cinématographique. Ça, je m'en suis rendu compte après, ou photographique, un truc, ça marchait bien. C'était un tapis plutôt dans les tons noirs et j'avais peint sur l'entièreté de ce tapis, donc vraiment à 360 degrés. On avait juste l'impression que ça passait derrière la cheminée, derrière les fenêtres, mais sinon tout se tenait. Et j'avais peint un paysage, une espèce d'horizon à l'infini sur 45 mètres de moquette que j'avais bien sûr enduite à force de bras et de peinture à l'huile, des tubes et des tubes et des tubes pour arriver à avoir sur un tapis, ce qui est impossible, une surface à minima lisse, pour pouvoir faire mes transferts, parce que je ne peux le faire que sur une surface qui ressemble presque à de la toile cirée, tu vois. C'est vrai que tu ménages pas tes efforts en général.
dans ton travail. Ouais, j'ai pas encore trouvé la solution. Je bosse tout seul. Et j'assume complètement qu'il y a des choses qui pourraient être faites par quelqu'un d'autre. Hein. Tu vois, quand je fais ces motifs-là, on s'en fout de savoir que c'est moi qui ai appliqué chaque petit pochoir, machin truc. Mais si c'est pas moi qui le fais, il y a un truc qui me va pas. Pour l'instant. Hein. Peut-être qu'un jour, je serais très content d'avoir quelqu'un qui me file un coup de main, mais je sais pas. Et puis j'aime bien être tout seul à l'atelier. Je crois qu'il y a aussi un peu ça. Mais du coup, je me retrouve dans des situations, parfois je devrais me filmer parce que c'est vraiment casse-gueule. Hein. T'es sur une table roulante avec un escabeau, en train de monter sur ton truc pour dérouler 45 mètres de tapis à l'atelier, le truc tombe, c'est super lourd, hyper dangereux. Bon, je crois qu'on s'est tous retrouvés dans des situations un peu comme ça. Parfois, on voudrait que quelqu'un filme et parfois on se dit « Ah, j'espère que personne n'a filmé. » Parce que c'est pas... Ok, donc on a vu un peu le plan pictural, on a vu un peu l'exposition, maintenant on arrive à la troisième partie, qui est la médiation un petit peu. Donc j'ai refeuilleté ton catalogue que j'avais ici à Paris. Et là-dedans, c'est vrai qu'un catalogue, c'est l'exemple même de la médiation en fait, de l'œuvre, évidemment, parce que médiation, c'est entre l'œuvre et un public, donc c'est entre la réception. Donc il y a aussi, voilà, forcément dans l'art que tu fais, voilà, à penser cet ensemble-là. Donc on a aussi parlé du communiqué de presse, et qui en fait partie. Et toi, tu dois aussi prendre des décisions concernant ton travail à cet endroit. Et donc je voulais que tu reviennes un petit peu sur l'élaboration de ce catalogue avec cette première réflexion que je me suis faite en le regardant, c'est qu'il y avait plutôt plusieurs petits textes de plusieurs personnalités, personnes, ouais. Plusieurs textes assez courts plutôt qu'un ou deux grands textes. Ouais, c'était un vrai choix. Ouais. Qui sont plutôt qui est un truc classique. Donc voilà, c'est une première piste. Et si vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé. Oh bah pour être très honnête, bien sûr que j'ai choisi des trucs dans ce catalogue, mais j'y ai mis un peu les mains. Hein. Déjà parce que j'étais très occupé à préparer cette exposition à Chambord et cette exposition au Suquet à Cannes en parallèle. C'était les mêmes dates quasiment. Donc c'était un petit peu lourd. Et heureusement, ils sont très efficaces à la galerie. Ils m'ont dit, mais nous, on est habitués à bosser. Ils ont édité leur propre bouquin. Là, il se trouve que c'était avec Martin Dehalleux, une maison d'édition que je trouve formidable. En plus, il se trouve que l'éditeur s'est installé dans mon village. C'est un truc complètement par hasard. Mais vraiment par hasard, hein. Au moment où on cherchait un éditeur. Donc je dis à la galerie, il faut absolument qu'on présente Martin Dehalleux. Enfin, quand vous allez chercher un éditeur, faire comment on appelle ça, un cahier des charges pour demander quels sont les prix, les machins, les devis. Il faut absolument que vous lui demandiez à lui. Et puis, en fait, on est retombé sur nos pattes, on a travaillé avec lui. Ça aurait été trop bête de pas profiter de l'occasion. Et lui, il sait très bien comment faire des bouquins. Enfin, il y a un truc, il y a aussi les choses dont il a dit, moi, je fais des bouquins, par contre, c'est papier comme ça, machin. Je lui ai fait confiance parce qu'il est plutôt très bon dans ce qu'il fait. Et après, les textes, moi, j'ai pas tout choisi. Il y a un truc que j'ai suggéré c'est pas vraiment un texte, c'est un entretien que j'ai fait avec Gilles Barbier, que j'avais rencontré très peu de temps avant et à qui, un peu comme avec toi, à qui j'ai demandé, en fait, on m'a demandé avec qui je pourrais faire une discussion, etc., etc. Et pendant 1 an, on s'est écrit presque tous les jours. Et on a fini avec un truc de 60 pages. Enfin, l'éditeur m'a dit, ouais, c'est quoi votre truc, c'est impossible à gérer. Donc, il a choisi 1/10, tu vois, de tout ce qu'on s'est écrit. Là, j'ai écrit. Parce qu'en plus, c'était des mails. Moi, j'aurais adoré discuter. Je suis très, très, très mal à l'aise avec l'écrit. J'ai un complexe avec ça, mais terriblissime. Alors, j'écris 100 lignes, et puis en fait, et je finis avec un haïku, tu vois, le seul truc dont je suis à peu près sûr, il n'y a pas de verbe, il n'y a rien. J'écrirai peut-être un jour, mais je suis très, très embêté avec ça. Donc, généralement, quand je fais des textes, ça me prend 1 mois et demi, et je finis avec 5 lignes très concises. Là, en l'occurrence, les quelques lignes pour le dossier de presse, c'est pas moi qui les ai écrites. Sinon, normalement, je le fais. Ça, je le fais. Tu vois, ça c'est important. Et comme je crois que comme je sais que j'ai beaucoup de mal, ça me prend trop de temps en fait. C'est trop de souffrance d'écrire pour moi. Ça me peine beaucoup même de le dire. Hein. J'adorerais écrire, mais c'est tellement laborieux pour moi, c'est tellement difficile que j'essaye peut-être même de faire des œuvres qui nécessitent pas qu'on écrive trop dessus. Enfin, tu vois, je préfère discuter quoi. Je préfère en discuter. Tout se tient. Enfin, tu vois, il y a un truc tautologique sur la peinture. Moi, ce que j'adore, c'est les discussions entre artistes. Ça, je trouve ça fabuleux, quoi. Avec des commissaires d'expo, mais qui maîtrisent un peu leur sujet, quoi. En peinture, il y a pas beaucoup. D'ailleurs, oui, qu'est-ce que tu aurais aimé faire si tu n'avais pas été peintre? Écrivain, c'est sûr et certain. Ah oui. Moi, je refile tous mes tableaux pour écrire un super roman. Hein. Ah ouais. Ah ouais, sans problème. Alors que tu as des difficultés à écrire. C'est pour ça. Tu vois, je suis tétanisé. En fait, je suis sur
gros, grand, je sais pas comment on dit, je lis beaucoup. Oui. Mais c'est pas grave, il y a des gens qui lisent, ça les empêche pas d'écrire. Hein. Mais moi, vraiment, ça me tétanise, quoi. Quand je commence la peinture, j'ai pas du tout peur de l'histoire de la peinture, la grande histoire. Je m'en fous complètement, vraiment. Alors que l'idée de me mettre devant un ordi ou une feuille et écrire 10 lignes parce qu'il les faut absolument pour demain ou pour dans une semaine, ça me tétanise, quoi. Vraiment, je ferai ça demain. Et d'ailleurs, tes goûts en matière de littérature sont assez classiques. Ah, je crois pas. Enfin, je sais pas. Le rivage des cirques, par exemple. Ah ouais. Ouais, non, mais enfin, c'est classique. En fait, il est mortellement vieux, Julien Gracq, que il est passé à un moment donné pour un écrivain réac parce qu'il y avait déjà le nouveau roman, etc., etc. Mais en fait, ça a été aussi un très grand écrivain de son temps. Bah, c'est extraordinaire, le rivage des cirques de Julien. Mais la plupart des livres de Julien Gracq, hein, c'est vraiment fabuleux, quoi. Mais particulièrement celui-là, ouais, parce qu'il y a un mystère, il y a un truc mystérieux. Il y a un truc qu'on voit pas. D'ailleurs, c'est un personnage qui attend un ennemi qui vient pas, planqué dans une salle des cartes. Enfin, il y a un truc, tout est signe, tu vois. Tout est signe littéraire. Et le mystère, il est littéraire. Donc c'est. Et quand tu as dit. Mais j'ai pas des goûts classiques, sinon je lis un peu de tout. Hein. Et parce que tu as dit quand même que tu aurais aimé être écrivain, écrire quelque chose, et tu as dit un roman, tout de suite. Oui, t'as raison, c'est pas évident. Oui. Ou alors, si tu dois écrire un seul truc dans ta vie, si, un roman, c'est quand même la meilleure forme. Bah, ça peut être conceptuel, si tu peux choisir vraiment les personnages, le lieu, tout, qu'est-ce que ça dit, quel est le sous-texte, le lieu dans lequel ça se passe, l'époque. Enfin voilà, tu peux décider de faire une œuvre de ta vie. Mais d'ailleurs, je crois que j'en parlais tout à l'heure avec je sais plus qui, je pense de plus en plus, je crois, mes expositions comme si c'était des romans d'une espèce de grande œuvre, tu vois, un truc un peu balsacien. Chaque truc est tenu, et en fait, si tu les mets tous ensemble, il y a quand même un fil rouge entre les expos. Ça raconte un truc. Bah, c'est-à-dire que j'ai l'impression, je me suis rendu compte que toi, tous les titres que j'utilisais, les titres génériques, je donne très peu de titres à mes tableaux. Il y a beaucoup de trucs qui sont sans titres. C'est un casse-tête pas possible pour la galerie. Sans titre 1, sans titre 2. Ouais. Mais par contre, les expositions, je fais très attention aux titres que je leur donne, qui sont d'ailleurs c'est même pas des phrases, c'est des petits bouts de machin, comme Plateau 21. J'avais fait une exposition qui s'appelait Maison sarcophage allumette. À l'ombre des météorites. Je l'aimais bien celui-là. C'est des chapitres, c'est un chapitrage. Exactement, il y a un truc un peu comme ça. Un peu holistique, c'est-à-dire que chaque petit... c'est comme si c'était des petits romans indépendants, mais en fait, sous-tendus par un espèce de grand fil rouge et mis ensemble. Ça, ce sera pas à moi de travailler dessus, hein, parce que ça m'échappe un peu, mais il y a une espèce de grande histoire racontée derrière tout ça, quoi. J'ai remarqué dans plusieurs institutions, il me semble à la Conscal à Mulhouse, notamment et au FRAC à Bordeaux, FRAC Aquitaine, ils ont des fois des résidences d'écriture où ils font venir justement des écrivains qui écrivent sur des expositions. Ah, ok. Ouais, t'avais pas vu ça? Non. Non, mais j'ai lu enfin, excuse-moi. Non, Mais j'ai lu, d'ailleurs, récemment, alors, c'est dur de dire ça, en plus c'est filmé, un texte un peu foireux, mais d'un auteur dont je pense qu'il est très très bon. Sur un peintre, justement, c'est Mathieu Peck, qui a écrit un texte, justement, commandé par une fondation qui organisait une exposition de Paul Taburet. Il avait déjà écrit chez Gallimard 2-3 romans qui avaient été... Il est jeune, hein, il doit avoir 32 ans, un truc comme ça. Mathieu Peck, hein, parce que Paul Tabouret est encore plus jeune. Et je crois qu'ils sont amis tous les deux, et la fondation voulait faire un bouquin, il fallait qu'il y ait un texte critique, comme ça arrive souvent. Et Paul a eu l'amitié ou le sens... Enfin, il a insisté pour que ce soit Mathieu Peck qui écrive le texte, donc il l'a fait venir par la fondation jusque là-bas. Mathieu qui dit moi je déteste me voyager, machin, c'est une horreur, j'aime pas ça du tout. Et donc il est allé jusque là-bas, puis en fait Où ça, au Brésil, je sais pas si je l'ai dit, ouais, une fondation au Brésil. Il s'est retrouvé là-bas, et en fait ça raconte cette espèce de raté. Il n'y a pas eu de texte d'expo, mais ils ont passé 2 semaines ensemble là-bas à faire des. Enfin le livre s'appelle Descente à Bahia. C'est littéralement une descente, tu vois, une vraie descente. Et c'est super bien. Et c'est justement un texte de commande, mais qui a fini par devenir un objet littéraire qui a rien à voir. Et alors, je suis un peu dur quand je dis qu'il est un peu foireux, c'est que le livre se tient pas vraiment en tant que livre. Mais par contre, il y a des moments de fulgurance. Et comme de toute façon, c'est une perte, c'est un moment où on se sent qu'ils se sont perdus complètement. Ivresse, machin truc. Enfin, imagine tout ce que tu veux, paumés tous les deux là-bas. Il a regardé Paul travailler, mais en même temps, il était contraint par un texte. Enfin, c'est très intéressant, quoi. Et là, il s'est passé un truc, mais du coup, c'est presque à 4 mains, tu vois. Il a presque pas écrit son texte tout seul, parce qu'il écrit sur un artiste dont on sent bien que tout est ému par les gestes, les soirées qu'ils ont passées ensemble, les discussions qu'ils ont eues. Oui, il y a un écrivain, Yannick Enel, que j'aime bien. Ouais. J'ai lu plusieurs romans. Des romans d'ailleurs.
Bah, j'ai pas lu ces romans, j'ai lu ses textes sur la peinture. Et bien voilà. Et donc justement, il a fait un livre sur Adrien Guény, il me semble. Oui, je l'ai lu. Alors, Je l'ai. moi, je l'ai pas lu. Mais j'ai vu, je l'ai, et je l'ai pas. J'ai pas réussi. Alors que j'aime bien ce qu'il écrit. Ouais. J'ai lu plusieurs de ses livres. Ça t'a pas plu? J'ai pas accroché pour l'instant. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. Je trouve pas que ce soit. Donc toi, tu l'as lu. Pourtant, en plus, c'est un artiste que j'adore. Hein. Oui. Guény, j'adore. Mais je sais pas. Je crois que c'est presque, c'est tout ce que j'avais pas envie de voir écrit sur Adrien Guény. Ouais. Un truc un peu comme ça. Je suis sûrement un peu vache, hein, parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé super, et bien évidemment qu'il a des trucs super. Quand on aime vraiment beaucoup, on peut pas écrire que de la merde, tu vois. Oui. Mais je crois qu'il y a une mystification de la part des écrivains de ce que c'est que la peinture et de ce que c'est qu'un peintre. Un peu. Ouais. Et que Yannick Enel le fait peut-être, notamment quand aussi il a écrit sur le Caravage, où il mystifie. Ouais, bien sûr. Moi, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup, qui d'après moi ont écrit sur les moins bons peintres. Tu vois, la relation de Deleuze et Fromanger, par exemple. Oui. Moi, je crois pas que ce soit un grand peintre, Fromanger. Et c'est marrant parce que c'est celui en plus qui illustrait presque de façon la plus bébête Deleuze. Ils étaient amis. Alors ouais, bon, c'est un peu salaud tout ça. mais il y a des bonnes peintures de Fromager. C'est un peintre important, il y a pas de problème, tu vois. Mais ça m'a étonné que Deleuze écrit beaucoup de textes. Alors ils étaient amis. Hein. Et d'ailleurs, quand on entend parce qu'il est décédé maintenant, quand on entend des passages sur France Culture de Fromager quand il parle de Deleuze, c'est fabuleux. Hein. Il parle très bien de Deleuze. Il a tout compris et l'amitié en plus. Ce qui avec Deleuze n'est pas un truc. Pas un truc petit, quoi. Mais par contre, c'est marrant, tu vois, qu'il se soit attaché à écrire sur Fromager, qui est quasiment, picturalement, une version très littérale de la pensée de Deleuze, quoi. Oui. Mais c'est-à-dire qu'ils ont du mal, dans leur époque, les philosophes, peut-être les écrivains aussi, du coup, ou peut-être un peu moins, à voir ce qui est saillant dans l'époque, en fait, il me semble. Ouais. C'est comme, il y a aussi Derrida dans La vérité en peinture, alors, il écrit sur Titus Carmel, c'est pas mal. Ouais. Hein. Après, il écrit sur Van Gogh, les souliers, et sur Valerio Adami. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, je trouve ça réussi quand même. Mais c'est vrai que. Tu vois, il peut y avoir un truc où il se comprend pas, quoi. Alors que Bacon, c'était quand même contemporain de Deleuze aussi, tu vois, je pense. Ouais. Il n'avait pas un Bacon déjà par un filtre de critique d'art, etc. Il l'avait en première instance, il me semble. Ah oui, c'est possible. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, c'est vrai qu'après, on peut parler des philosophes, et on peut parler de Badiou aussi, parle souvent de peintres très classiques, très reconnus, etc. C'est pas forcément les défricheurs de l'époque. Voilà. Non, c'est vrai, étonnamment. Hein. Ouais. Mais c'est normal, parce que c'est une activité très spécifique également. Ouais, et puis surtout, c'est peut-être qu'il faut assumer que les collaborations entre médiums, donc en l'occurrence le littéraire et le pictural, c'est pas évident, quoi. Peut-être que c'est des champs d'infini parallèles, éternels, et qu'il n'y aura pas beaucoup de séquences. Tu vois. Et c'est pareil quand il y a des collaborations entre, je sais pas, un artiste qui illustre un auteur, où c'est vraiment de l'illustration. Oui. Mais quand c'est pictural, là, tu vois, il doit y en avoir en fait. Hein. Mais là, je pense pas, j'ai pas en tête d'exercice absolument réussi d'un peintre qui se soit dit, moi, je vais ne peindre que sur Flaubert. Oui. Et c'est du Flaubert en peinture. Non, j'ai jamais vu ça, quoi. Mais c'est pas mal, hein, marchons main dans la main, mais on peut être potes, mais il y a un petit truc entre nous, quoi. Quel médium, en fait. Hein. Dans le cinéma, des fois, il y a des bonnes incursions. Je me rappelle un film. Cinéma ? Ouais, dans Lars von Trier, je sais pas si c'était dans tes listes. Il y avait ce peintre danois, comment il s'appelle qui faisait les titres de l'interchapitrage. C'était bien, quoi. Enfin, c'était bien utilisé. Mais ça me dit rien. Ouais, c'est un peintre. C'est difficile d'en parler. Cinéma-peinture. Cinéma-peinture. Wow. Il n'y a pas beaucoup des trucs réussis. Hein. Ouais. Même le mystère Picasso de Clouseau. Je l'ai pas vu. Ouais. Je l'ai pas vu. C'était pas mal, mais c'est pas le moment où Picasso faisait ses meilleurs peintres. Ouais, mais en plus, c'est un peu biaisé parce que quand on est peintre, on veut voir là où le peintre est en train de bosser. Voilà. Il y a toujours un truc raté, quoi. En fait, c'est la grosse brosse comme ça, le truc qui va pas. C'est pareil, donc les trucs de médiation, on peut dire dans la médiation. Je sais pas, j'en ai pas vu sur toi, mais les reportages où on voit le peintre en exercice. Ah, c'est compliqué. Parce que le peintre, en fait, il a envie d'être tranquille quand il peint. Voilà, bien sûr. La caméra. Donc il fait un peu semblant de peindre. Ouais, puis il y a les temps qui ne sont pas les temps du cinéma. Oui. Albert Rolla il me disait, Julien, de tous les arts, celui qui est le plus proche de la peinture, c'est le cinéma.
J'étais là, wow. Il m'a dit, si, parce que c'est un art de surface, le cinéma. C'est projeté sur une surface, machin. Et en fait, il avait raison. C'est que de la lumière projetée, machin. À ce petit jeu-là, je voyais très bien où il voulait en venir. Mais par contre, il y a un temps du cinéma qui est pas du tout le temps de la peinture. Donc c'est vrai, quand on vient te dire, bah là, vas-y, fais-moi le petit lampadaire, là, t'en étais où, machin truc, c'est pas possible. Déjà parce qu'il y a un temps avant la peinture. Moi, je suis pas peintre immédiatement quand je rentre dans mon atelier, tu vois. Donc, ou alors ça marche parce que le ou la personne, ça s'installe 3 semaines, tu vois. Discrètement, tu allumes son truc tous les jours. C'est ce qu'il faudrait faire, je pense. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, ça pèse, toi. Pollock, il peste contre le mec qui le peint. Richter, il peste contre, je crois que c'est une femme qui l'a peint, pareil, pendant longtemps. Il y a un DVD où on voit Richter peindre et il est pas content. Et d'ailleurs, un matin, elle revient, elle lui dit, mais c'est pas le même tableau. Il dit, ah non, je suis venu à 6h du mat ce matin pour peindre quand vous étiez pas là, quoi. C'est, moi, j'aime pas, hein. J'aime pas. Qu'on vienne pas m'embêter, parce que ça peut être fait avec vraiment une bienveillance, mais je crois que c'est un truc de temps, quoi. Il y a un truc de temps qui fonctionne pas, quoi. T'as commencé à bosser, la caméra est pas allumée, tu t'arrêtes au moment où il est genre, ah, mais attends, tu sors du champ. Bah, ça va pas, quoi. Mais il faut que ce soit fait, hein. C'est toujours intéressant. Moi qui adore la peinture, j'adore regarder les reportages sur les peintres, hein. Il est déjà 6h moins 5, peut-être qu'on laisse un peu de temps pour des questions. Je pense. Ah ouais, bien sûr, si vous en avez, avec plaisir. Est-ce qu'on a abordé un peu trop sur la peinture, hein. Voilà. Toutes sortes de... Non, mais c'est plus strictement sur l'exposition. Peut-être que vous avez des questions, mais en effet, j'essaie d'échapper un peu au langage avec ça, donc et à l'écriture. Donc je pense que vous avez compris, hein. C'est une exposition, c'est le petit espace de la galerie, donc c'était beaucoup plus facile d'avoir cette expo un peu tenue. Le sol, les tableaux, les cadres faits en tube de peinture. J'ai recréé ma boîte, c'est la boîte dans laquelle j'ai reçu mon châssis, je l'ai repeint dessus, j'ai fabriqué une boîte dans laquelle le ranger. Voilà. C'est tout ce que je vous aurais expliqué en plus long. Je pense que vous avez très bien compris. Non, après, dans la partie médiation, il y a des choix aussi qui sont pas... le choix de ne pas habiter à Paris, par exemple, tout ça. Enfin, est-ce que, pour ouvrir aussi le débat, est-ce que depuis quand tu habites parce que t'as fini Beaux-Arts en 2008, tu es resté à Paris. Ouais, alors j'ai eu un atelier pendant 6 ans, dans un squat à Ris-Orangis. Donc c'était quand même super long d'y aller. C'est la période pendant laquelle j'ai le plus lu de ma vie. J'avais 3 heures de RER tous les jours pour lire. Extraordinaire. C'est précieux, hein. C'est pas beaucoup de gens qui ont 3 heures pour lire par jour, hein. J'ai même commencé à lire à ce moment-là vraiment beaucoup, hein. J'arrive à Ris-Orangis, machin, j'ai tout de suite eu un grand atelier parce que pas cher, c'est pour ça que j'allais jusqu'à Ris-Orangis, machin. Et après, près Saint-Gervais, dans des trucs, donc j'ai toujours quand même eu une velléité à m'éloigner un petit peu pour trouver l'atelier qui me serait le plus confortable, quoi. Et là, pour des raisons matérielles, pour le coup, qui me regardent, j'ai des enfants, machin truc, enfin voilà, on est parti à la campagne, et là, du coup, j'ai un espèce de hangar attracteur de 200 mètres carrés. Tu aurais pu aller dans un autre lieu où les prix sont de l'immobilier moins cher, et il y a beaucoup d'artistes aussi, comme un temps Berlin, ah ouais, d'accord. etc. Pour rester dans un endroit où il y a beaucoup d'artistes, et finalement tu t'es mis ouvert. Travailler à plusieurs dans un atelier, je l'ai fait. On avait, avec mon amie Coraline de Chiara, on avait monté un artist run space auprès Saint-Gervais qui s'appelait le Celsius, où on avait des ateliers d'artistes qu'on faisait tourner un peu comme des résidences pour pouvoir garder le grand plateau pour peindre au-dessus, etc. Donc ça, en fait, j'en ai quand même un peu soupé. Ça m'a saoulé un peu vite. Ça a été des très bons souvenirs, mais très vite, je me suis dit, dès qu'il y a un atelier qui se libère, hein, je me barre. Et juste en face, Claire Tabouret avait un atelier. Quand elle est partie aux États-Unis, j'ai récupéré son atelier. Et j'en ai profité pendant 2 ans, il était super. Et après, je me suis dit, en fait, vas-y, je peux partir. Donc l'idée d'être seul dans mon atelier, ça m'effrayait pas du tout. Je savais que j'en étais capable. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a aucun jugement de valeur là-dedans. Il y a des artistes qui ont besoin d'être ensemble. Moi, je travaille très très bien tout seul. Par contre, c'est vrai que le truc qui me peinait un petit peu, je le sentais, et maintenant que j'y suis depuis 2018, je sais que ça me peine, c'est la relation avec les artistes, quoi. Tous mes amis, les discussions avec les artistes. Je viens à Paris où ils viennent me rendre visite pour ça, tu vois. Mais j'ai rencontré d'autres personnes, ça c'est pas mal aussi, quoi. Des opticiens, des militaires, des agriculteurs, ça passe pas mal aussi, quoi. Tu vois. C'est vrai. Et du coup, oui, tu parlais de Claire Tabouret qui est à Los Angeles, il y a Guillaume Bresson qui est à New York, tout ça. L'idée d'aller un petit peu dans d'autres territoires aussi que la France. C'est quelque chose que tu as envie de faire plus tard Les artistes de ma génération, il y en a beaucoup qui partaient à Berlin.
moi, je suis parti un peu tard, donc je suis beaucoup allé pour voir si c'était possible. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que ça se gentrifiait à telle vitesse qu'en fait, les ateliers allaient pas rester si peu chers si longtemps. Et pour trouver des débouchés professionnels, c'était tout aussi difficile qu'à Paris. Ouais. Donc j'y suis allé faire la fête, mais je suis pas allé bosser. Et ensuite, j'ai imaginé partir aux États-Unis à un moment donné, mais je crois que c'était un doux rêve. C'était en quelle année que tu imaginais ça? Avant de partir à la campagne, tu vois, plutôt en 2017, truc comme ça. Mais femme, enfant, machin, j'étais pas marié, mais... Ouais. Visa, machin. Puis maintenant, je suis très content de pas y être. C'est un pays de merde. Voilà. Non, c'est un pays fabuleux, mais peuplé de connards. Non, je peux pas dire ça. Ils ont la chance d'avoir le meilleur et le pire, tu vois. Voilà. Mais ils ont le pire. Hein. Ouais, je dis ça. Pour parler des traces que tu as sur tes œuvres, quelque chose de très récurrent. Vous parliez de catastrophe au début. Ça me fait penser à de l'accident éventuel. Quel est ton process? Est-ce que c'est raisonné? Est-ce que tu essaies de provoquer un accident? Ou est-ce que c'est comme un peu, tu le décrivais au début, la gourmandise comme un doigt dans une mousse au chocolat? Il y a un peu ça, mais du coup, c'est un accident. Parce qu'un beau gâteau, n'importe qui met un doigt dedans, on se prend une petite tape. Donc, il y a un peu ça. Il y a l'idée de gâcher un petit peu, gâter un peu la sauce. Mais il faut que ce soit maîtrisé, quoi. C'est-à-dire que moi, il faut que je m'amuse en faisant ça. Et puis, y a quelque chose du domaine de l'apparition, qui est pas très loin du monotype ou de la sérigraphie. Et je pense que quiconque fait ce genre de système d'impression, de sérigraphie, il y en a pas deux similaires, donc exactement similaires. Donc c'est ces toutes petites différences dans les répétitions qui sont intéressantes. Moi, je crois que c'est ça qui m'amuse. En plus d'avoir l'impression d'habiter physiquement le tableau. Enfin, c'est vraiment la main dans le béton. Je suis passé par là, quoi. J'étais là. Ouais, habiter le tableau, quoi. Littéralement. Et peut-être que les prochains tableaux seront très lisses et il y aura plus ça. Pas tout de suite, mais peut-être. Voilà, Benoît, mais merci merci pour tes questions. Bravo, merci. Et je remercie bien évidemment, donc c'était le dernier jour de cette exposition, la galerie Christophe Gaillard, et Benoît, qui très gentiment m'a proposé il y a moins d'1 an de présenter un de mes tableaux pour une acquisition au Knapp. Donc ça n'a pas marché, mais j'étais vraiment flatté parce que je connaissais son travail depuis longtemps, et ça a été l'occasion de cette rencontre. Il est venu très vite à l'atelier, ce qui était quand même un gage de sérieux, et puis bon, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. Il est venu à l'atelier donc dans ma petite campagne à Antoine. Et il a vu les tableaux, on a discuté, et ensuite il a accepté de faire cette discussion. Donc je te remercie. Merci infiniment. Bonne soirée.